J'ai entendu dire que t'étais pauvre. Évidemment, je rigole. Finir à découvert tous les mois, ne pas réussir à mettre de l'argent de côté, ne pas réussir à faire plus d'argent ne sont pas des choses qui sont normales. Et même si je sais qu'on a grandi dans une culture qui nous fait croire que ça l'est, je te garantis que ça ne l'est pas. Alors attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce sont des choses qui sont simples, mais ce ne sont pas des choses faciles. Ça va te demander de la détermination et du travail. Mais si tu suis tout ce que je te dis, parce que j'ai fait des recherches et que de mon côté, j'ai appliqué ce que j'ai dit, ça va forcément t'aider à construire un patrimoine. Je ne vends pas de rêve. Je vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour acheter une Lamborghini, quoique ça pourrait être possible, avec beaucoup de travail et d'acharnement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas faire pour avoir le strict minimum de liberté financière, pour que le fait de finir à découvert ne soit même plus une possibilité dans ta tête. Il y a des règles très très simples en finance. En anglais, on appelle ça financial literacy, donc le langage, on va dire, des chiffres, le langage de l'argent, de la finance. Et ce sont des règles que les personnes riches, en l'occurrence, avec de très gros patrimoines, suivent à la lettre. Évidemment, ils ont des conseillers, etc., etc. Ils ont des équipes autour de tout ça. Mais ce sont des choses que même un particulier peut apprendre, peut comprendre et appliquer. Tu peux faire autant d'argent que tu veux, si tu n'es pas capable de le gérer, tu n'en auras juste plus. Il n'y a pas franchement de différence entre le fait d'être pauvre et le fait d'avoir de l'argent si on ne sait pas le garder. Et aussi, la pauvreté, c'est pas juste l'argent, c'est ce qu'il y a dans ta tête et c'est les gens autour de toi. Mais on n'est pas là pour débattre de ça. Donc bienvenue dans Comment arrêter d'être broke dans ta vingtaine. Mais avant ça, merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo. Hostinger, c'est la plateforme qui t'aide à créer ton site web, même si tu pars de zéro. Est-ce que tu t'es déjà dit, un jour je lancerai mon business? Et si ce jour, c'était aujourd'hui? Janvier, on a tous des idées, des envies, des projets, mais créer un site, ça fait souvent peur. Moi la première, je repoussais constamment parce que ça a l'air compliqué. Jusqu'au jour où j'ai testé Hostinger. Et j'ai réalisé que créer ton site peut prendre littéralement 10 minutes, même sans savoir coder et même en partant de zéro. Tu arrives sur la page Hostinger, tu choisis ton plan. Je te conseille le plan business, c'est le plus complet. T'as le site, les emails pro, la partie e-commerce et 0% de frais. Je te conseille aussi de prendre la durée la plus longue qui est 48 mois parce que sur le long terme, c'est le prix le plus intéressant. Et tu peux utiliser mon code Cyrine pour avoir 10% de remise. Tu réponds à quelques questions sur ton projet et l'IA te crée un site complet en moins d'une minute. Texte, image, logo. Tout est prêt, tout est fait. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait pour mettre en vente mes e-books. Je suis partie d'une idée, j'ai personnalisé et j'ai publié. Et si tu veux aller encore plus vite, il y a l'IA qui peut t'aider à écrire des pages. En plus, t'as le nom de domaine offert pendant 1 an et 5 adresses mail professionnelles, donc ton projet a l'air beaucoup plus sérieux dès le départ, sans te rajouter une charge mentale, parce qu'en général, c'est des choses que tu dois aller chercher à part et payer à part. Il y a des gens moins près que toi qui avancent parce qu'ils se sont lancés. Le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est justement de se lancer. Si tu veux transformer ton un jour en jour 1, le lien est en description, moins 10% avec le code Cyrine. Maintenant, on arrête de parler et on passe aux choses sérieuse. J'ai fait une liste des règles de base que la plupart des gens ne suivent pas, qui sont pourtant très très simples, et ensuite, dans les prochaines parties, on passera au niveau supérieur, un niveau plus profond. On démarre avec le découvert. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que combien de personnes que je connais sont à découvert, mais normal, dans leur tête, c'est quelque chose qui est courant. Ça m'a vraiment choquée parce que je pourrais pas dormir la nuit en sachant que je suis à découvert, simplement parce que je me dirais que je dépense un argent qui n'est pas à moi, je dépense un argent pour lequel je n'ai pas travaillé, ce qui veut dire que tu vas prendre l'habitude de dépenser de l'argent qui n'est pas le tien, et tu vas prendre l'habitude de créer de la mauvaise dette. Il y a de la bonne dette évidemment, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de découvert, c'est le but derrière ce mécanisme. Les banques créent le découvert pour pousser la classe moyenne ou la classe populaire à dépenser plus d'argent qu'ils n'ont. Aux yeux des banques, vous n'êtes que des consommateurs, vous n'êtes que des produits. Vous êtes des consommateurs simplement parce que vous ne servez qu'à dépenser et qu'à acheter. La banque prend des intérêts sur ton découvert. Et là, tu vas peut-être me répondre, oui, mais non, j'ai pas d'intérêt si je rembourse avant la fin du mois. Ce que la banque est en train de faire, c'est te faire prendre l'habitude de te faire dépenser plus que tu ne gagnes. Avec le temps, c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante. Tu vas développer l'habitude de consommer plus que tu ne produis. Et ça, c'est le meilleur moyen de finir dans des situations horribles, comme le fait d'acheter une maison à crédit bien trop cher, alors que tu ne gagnes clairement pas assez pour te permettre d'avoir ce genre de maison, ou bien de commencer à avoir des crédits conso alors que tu n'as absolument pas le patrimoine qui peut assurer derrière, ou que tu as un salaire qui est minime. Je veux dire, ce sont des mauvaises habitudes qui vont non seulement t'empêcher de vivre normalement et sans stress, mais qui en plus vont t'empêcher de construire. Parce que mets-toi bien un truc dans le crâne, s'il y a une seule chose que je veux que tu retiennes, c'est ça. Pour construire, en partant de ce que t'as, il faut qu'il y ait un gap.
Il faut qu'il y ait quelque chose au milieu. Si tu gagnes 1500 € et que tu veux construire quelque chose, il faut que les 1500 € soient là, il faut que tes 1000 € soient là et qu'il y ait 500 € qui te permettent de construire une chose sur laquelle t'appuyer. Si tu dépenses plus d'argent que tu n'en gagnes, tu fais l'inverse et donc tu cours à ta perte en fait, très simplement. Les banques t'encouragent évidemment à dépenser plus parce que un jour, elles vont avoir un énorme retour sur investissement. Il y a un jour où tu réussiras pas à payer ton découvert à temps. Elle va prendre des intérêts énormes dessus. Il y a un jour où tu vas faire un énorme crédit que tu n'auras pas forcément les moyens de rembourser. Donc dans tous les cas, elle va prendre ses intérêts sur ton crédit et en plus de ça, tu vas te retrouver dans des situations horribles, il va falloir que tu hypothèques. Si t'as rien à hypothéquer, il va falloir que tu travailles plus. Et si tu peux pas plus travailler, bah tu vas juste payer encore plus d'intérêts et tu vas juste être fiché Banque de France. Le but, c'est de construire. Donc la première étape, ça va être de n'avoir aucune dette. Aucune dette. Et ça commence par le fait d'être raisonnable. Si tu as découvert, c'est que tu n'as pas les moyens de vivre la vie que tu es en train de vivre actuellement. Et je suis pas là pour te dire des choses qui te plaisent, je suis là pour te dire la vérité. L'une des règles principales que j'ai apprises en matière d'argent, c'est de toujours vivre en dessous de ses moyens. Et ça fait pas plaisir aux gens parce que on est dans une société, enfin, c'est l'être humain de toute façon de base, qui préfère montrer qu'elle est riche plutôt que de réellement l'être. Premièrement, ça empêche les gens de savoir combien tu gagnes, mais surtout ça te permet d'avoir une énorme marge pour pouvoir construire quelque chose. Mieux vaut vivre chez tes parents et te construire un patrimoine, quitte à vraiment vivre comme un étudiant même si tu gagnes le salaire d'un cadre ou plus, plutôt que de dépenser tout ton salaire de cadre ou plus, et au final de te retrouver avec des mauvaises dettes et plus rien derrière, et énormément de stress. N'oubliez pas aussi le stress. Il y a des gens qui se rendent pas compte d'à quel point leur vie se déroulerait beaucoup mieux, serait bien moins stressante, s'ils n'avaient ne serait-ce que 5 ou 10 000 € de côté. Donc leçon numéro 1, ne pas dépenser plus que ce que tu ne gagnes. C'est le meilleur moyen de développer une très mauvaise habitude, et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Nous on veut partir dans l'autre sens. La deuxième astuce, ça va être de traquer ton argent. Tu ne peux pas corriger quelque chose que tu ne traques pas parce que tu n'as pas connaissance. Tu n'as aucun moyen de savoir. Je suis en étude de comptabilité personnellement, donc j'ai commencé à utiliser Excel et je vous avoue que j'aime beaucoup Excel. À la base, je détestais Excel, ça avait l'air tellement compliqué, mais au final, je me suis créé un fichier dans lequel je traque tout ce que je dépense, je traque tout ce que je gagne, j'y ai mis l'URSSAF, j'y ai mis les impôts pour savoir exactement combien de pourcentage je vais payer, je sais déjà quel bénéfice je vais faire à la fin de l'année, je sais déjà combien est-ce que je vais dépenser chaque mois précisément, donc ma dépense totale sur l'année, et si jamais j'ai des dépenses imprévues ou des gains imprévus, j'ai juste à les ajouter dans mon tableau, automatiquement ça fait les calculs, boum, tous mes chiffres se remettent à jour en 1 seconde, et je sais exactement si quelque chose se passe mal, pourquoi est-ce que ça s'est mal passé, ou au contraire, si quelque chose se passe bien, pourquoi est-ce que ça s'est bien passé. Vu que je suis une meuf sympa, je vous mets le fichier gratuitement en description, fais-toi un petit kiff, et remplis le tableau pour voir où est-ce que tu en es, et où est-ce que tu dépenses ton argent. Encore une fois, traquer, c'est très très important. Au début, c'est pas très naturel. T'as pas forcément envie de le faire, t'as la flemme. Mais avec le temps, ça te permettra de comprendre ce qui se passe dans tes comptes jusqu'au moment où tu pourras déléguer ça à un professionnel. Si je vous dis la vérité, c'est pour ça que je suis allée en études de comptabilité. Pour être apte à lire un bilan, pour comprendre où est-ce que mon argent part, pour comprendre quel type d'impôt il existe, tout ce qui est TVA, tout ce qui est frais de douane, pour tout connaître et pour pouvoir traquer tout ce que je fais de la meilleure des manières. Et c'est quelque chose d'important, sinon les grosses fortunes n'auraient pas d'équipe d'avocats fiscalistes, ils n'auraient pas de comptables fiscalistes, d'experts comptables, ils auraient pas toutes ces équipes derrière. C'est important de traquer les dépenses pour être sûr que ce que tu fais est viable, que ça peut tenir sur le long terme, mais surtout que tu vas en tirer profit. Le pire que tu puisses faire, c'est mettre ta tête dans le sable comme une autruche et espérer que la situation se règle alors que tu sais pertinemment que tu dépenses plus d'argent que tu n'en gagnes. La troisième chose, ça va être les dépenses impulsives. Alors ça, va vraiment falloir que tu cesses, t'as plus l'âge de faire ça, c'est fini. Maintenant que t'as des responsabilités, et surtout maintenant que tu veux construire un patrimoine, parce que c'est à ça que sert cette vidéo, hein. Cette vidéo elle est pas faite pour que tu puisses t'acheter une paire de lunettes de soleil de luxe à la fin du mois. Personnellement, j'ai grandi dans une famille qui a pas d'argent, et je sais ce que c'est que le stress, parce que quand j'étais petite, je le ressentais des adultes. Je voyais bien que quelque chose n'allait pas, quand les loyers n'étaient pas payés, quand on avait du mal à remplir le frigo, quand les enfants avaient pas de nouveaux habits et que on les voyait grandir avec des habits qui étaient bien trop petits pour eux. Et c'est un stress que tu ne veux pas, parce que ça te bousille la vie. Tu deviens aigri, tu deviens fatigué, tu développes des maladies psychosomatiques parce que t'en peux plus, t'as des cernes qui sont comme ça, t'es lessivé, t'es fatigué, et au final tu passes à côté de ta vie parce que t'es trop occupé à réfléchir à comment tu vas faire pour payer le loyer, pour emmener les enfants à l'école, ou simplement si t'es étudiant, comment tu vas faire pour survivre, si tu dois aller au travail, ou si tu dois aller étudier, tu sais plus choisir. La première chose à vérifier, ça va être tes abonnements fantômes. Vous êtes tellement à avoir des abonnements auxquels vous ne faites pas attention. J'ai résilié presque tous mes abonnements. En tout cas, tout ce qui est Netflix, Amazon, Deezer, Spotify,
Spotify, j'ai plus tout ça. J'ai pas d'abonnement comme ça. Je peux aller sur mon tableau Excel et je vous dis exactement ce que j'ai, même si je sais déjà ce que j'ai. J'ai mon abonnement Apple pour iCloud, dans l'occurrence c'est pour littéralement mon travail, je fais de l'argent avec mon ordi et mon téléphone. J'ai mon abonnement pour la salle de sport, c'est pour ma santé physique et mentale. J'ai mon pass Navigo, c'est pour aller à l'école et pour pouvoir me balader librement, pour m'éviter de prendre des taxis ou de payer des tickets à 2,50 l'heure. Ensuite j'ai mes courses, elles me coûtent un certain prix, je dépasse jamais ce prix-là, c'est le strict minimum et j'ai pas besoin de plus pour l'instant. J'ai mon abonnement pour ma carte bancaire, pour que ma carte soit assurée et que mon compte soit utile pour moi, enfin bref vous avez capté, ça a un sens, il y a un but derrière, j'ai pas pris une carte premium pour le plaisir. Et voilà, mes dépenses, elles se résument à ça, je sais exactement où est-ce que mon argent part et je sais pourquoi. S'il y a pas de but derrière, tu dépenses pas, c'est simple. Je te mets au défi d'aller sur ton application bancaire et de regarder un petit peu où est-ce que ton argent part. On a aussi les dépenses invisibles, donc tout ce qui va être café, c'est la pause à l'école, tu vas aller t'acheter un paquet de gâteaux qui coûte 3,42€ et tu vas faire ça plusieurs fois par jour, plusieurs jours par semaine. Ou alors t'es avec tes copains et tu sors dehors, tu dis je vais manger, hop là, un petit repas à 15€, un petit repas à 25€, un petit repas à 10€ et tu fais ça plusieurs fois par semaine aussi. Après j'ai pas d'autres exemples, mais il y a plein d'exemples comme ça, j'aime bien cette veste donc je vais l'acheter, oh elle m'a coûté 50 balles, elle m'a coûté 80 balles. Et tu regardes pas, tu traques pas, tu sais pas vraiment si t'as les moyens. Donc ça c'est les dépenses invisibles, là beaucoup de gens vont s'arrêter et se dire non mais en fait faut vivre. D'accord, mais tu veux pas construire un patrimoine. En tout cas si t'as peu de revenus, si t'as peu de moyens et que tu ne traques pas ce que tu gagnes, ça c'est irresponsable. Et je suis d'accord, c'est pas forcément drôle, mais on est dans une société de consommation qui te pousse à consommer. Est-ce que t'as besoin d'un café? Non. Est-ce que t'as besoin d'aller acheter cette dernière veste? Pas du tout. Est-ce que la veste tu vas vraiment la porter même? Non. Et c'est un choix à toutes ces petites dépenses. C'est pas une question de j'ai calculé sur l'année et ça fait que 200€, c'est une question d'habitude. C'est comme la banque et le découvert, on vous habitue à dépenser plus que vous ne gagnez. Là, tu t'habitues à te laisser dépenser impulsivement. Le jour où tu gagnes un peu plus d'argent, tu vas pas dépenser 10€ dans un café, tu vas dépenser 100€ dans un bracelet, tu vas dépenser 1000€ dans une bague, tu vas dépenser 80 000€ dans un crédit voiture, ou 600€ dans une assurance auto. C'est une question d'habitude. L'important c'est pas le prix en lui-même, c'est le pourcentage que tu vas dépenser et la raison derrière. Et tout ça, je l'ai appris parce que j'ai fait du trading. J'ai pas fait du trading comme les gens à Dubaï qui tradent sur de la crypto et qui arnaquent tout le monde en créant un faux token et ensuite en prenant toute la liquidité qu'il y avait dessus. J'ai vraiment fait du vrai trading sur les marchés financiers, quelque chose qui m'a pris énormément de temps et j'ai appris beaucoup de choses. C'est pas une question de combien tu dépenses, c'est une question de pourquoi et du pourcentage. Je répète encore une fois, tu peux gagner 2000€, 20 000€, 200 000€ ou 2 millions d'euros, si t'es pas capable de gérer le pourcentage que tu dépenses et pourquoi est-ce que tu le dépenses, t'auras toujours des problèmes, t'auras juste des problèmes de taille différente. Et avoir un mauvais crédit quand tu gagnes 2000€ par mois c'est quelque chose, avoir des problèmes de crédit quand on gagne 2 millions, c'est plus la même taille. Donc le dernier point, c'est évidemment les dépenses impulsives. Quand il n'y a pas de réflexion derrière, tu dépenses pour dépenser. À ce stade-là, tu dois surtout faire du shadow work et te demander pourquoi est-ce que tu as besoin à chaque fois de dépenser ton argent, parce qu'il y a un vrai problème profond. Dépenser de l'argent, c'est le meilleur moyen de déclencher de la dopamine. Et la dopamine, on a besoin de la déclencher quand on est en manque. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que je suis en manque de dopamine? Ou alors continue à dépenser tes sous, et dans 10 ans, faudra pas te demander pourquoi est-ce que t'as plus de thunes. Un autre point, ne donnez pas votre argent aux gens. Je suis une personne qui est généreuse, j'aime acheter aux gens, j'aime faire plaisir aux gens, j'aime aider les gens. Quand je passe dans la rue, que je vois un SDF, j'hésite pas à lui acheter à manger, y a pas de souci. Mon but dans la vie, c'est de m'occuper de ma mère, c'est de m'occuper de ma famille, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de mes proches, si mes copines ont des problèmes, de les aider. Mais quand t'es en train de te construire, tu peux pas te permettre de donner de l'argent à tout le monde. En fait, il faut que tu réfléchisses en te disant, tu ne peux pas aider des gens si toi-même t'es pas capable de t'aider. Si t'es en train de te noyer, tu peux pas aider une autre personne à ne pas se noyer, vous noyez tous les deux en fait. Il faut que tu gardes en tête le fait que pour pouvoir aider financièrement les gens que t'aimes, va falloir que toi-même tu te construises une situation financière. Alors évidemment, si la personne est sur le point d'être expulsée ou voilà, si c'est quelque chose de grave et d'urgent, tu peux l'aider, y a pas de souci. Mais si la personne est juste une personne qui est irresponsable et qui gère mal ses sous, c'est son problème et il faut pas que tu donnes ton argent parce que t'as l'impression d'être obligé de le faire. Vos sous, vous travaillez pour, c'est votre droit de les garder. Vous n'êtes pas obligé de payer des choses aux gens, vous n'êtes pas obligé de donner votre argent aux gens. Et dernière chose, c'est pas parce que vous gagnez plus que tout le monde que vous êtes la Banque de France, d'accord? Ça c'est vraiment quelque chose à retenir parce que j'ai été dans tellement de situations où la personne qui gagnait le plus, on lui mettait la pression pour qu'elle paye parce qu'elle gagne le plus. Vous avez qu'à travailler plus. Si la personne elle en est là où elle en est, bah c'est grâce à elle. Elle l'a volé à personne, elle a travaillé. Et dans ton cas,
cas, c'est la même chose. Si t'es la personne qui gagne le plus, c'est pas parce que tu gagnes beaucoup de sous que tu dois donner tes sous à tout le monde. On n'est pas au cirque non plus. Donc gardez vos sous, les donnez pas à des gens, surtout que moi, il y a des gens que je connais à peine, qui m'envoient des messages et qui me disent est-ce que tu peux me prêter telle somme et je te les rends. Bah alors je sais pas s'il écrit grosse bouffonne sur mon front, mais c'est des gens qui bossent, c'est des gens qui ont des thunes, et la seule raison pour laquelle ils pourraient avoir besoin de sous, bah c'est parce qu'ils gèrent pas leur argent. Et ça c'est pas votre problème, tu te mets pas dans ce genre de situation. Et il faut apprendre à être égoïste. La réussite, il y a beaucoup d'égoïsme dedans, sinon les gens vont profiter de toi. Comme on dit, tu donnes ta main, on prend le bras. Maintenant, règle de bonne gestion financière de base, toujours avoir 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Si tu prends le fichier Excel que j'ai créé et que tu le remplis, tu vas voir dans la partie totale des dépenses, combien est-ce que tu dépenses par mois. Donc tu mets bien tout ce que tu dépenses, d'accord? Une fois que tu as ce chiffre, fais en sorte d'avoir 3 à 6 fois, 12 fois si tu peux, ce chiffre de côté. Tu le mets sur un livret A, tu le mets sur un LEP, tu le mets sur ce que tu veux, de sorte à ce que tu aies quand même quelques rendements dessus au cas où tu ne l'utilises pas. Voilà, je te le souhaite. Mais fais toujours en sorte d'avoir 3 à 6 mois de dépenses au minimum parce que ça va te permettre de mieux dormir la nuit, sachant que si t'as un mauvais mois, tu pourras quand même dormir dans ton appartement sans te faire expulser ou que tu seras pas à découvert. Personnellement, sur mes comptes, j'ai jamais mis le découvert, j'ai jamais autorisé ma banque à le mettre parce que si j'ai pas de sous, eh ben j'ai pas de sous. Mais du coup, avoir tes dépenses, ça va te permettre de mieux dormir, ça va te permettre également un jour, si t'as envie d'arrêter de travailler et de lancer un business ou de lancer voilà n'importe quoi, de te dire j'ai 3 à 6 mois de liberté, tu comptes tes courses, tu comptes ton loyer, tu comptes tes charges, tu comptes tout dedans et ça te permettra d'être beaucoup plus serein ou beaucoup plus sereine en général, même juste 1000 € de côté, parce que quand on est adulte, on se dit que 1000 € c'est pas grand chose, donc pour certains ça va être énorme évidemment, mais quand on est adulte passé 23-25 ans, 1000 € ça devient plus une si grosse somme que ça, puisque t'as eu plusieurs salaires dans ta vie qui dépassaient les 1000 €, donc voilà, ça te choque plus. 1000 € c'est peut-être pas grand chose mis de côté, mais le jour où t'en as besoin, crois-moi, c'est énorme. Deuxième étape en matière de gestion financière, ça va être le fait d'avoir plusieurs comptes, plusieurs banques. Beaucoup de gens vont avoir du mal à avoir plusieurs banques, chose que je comprends totalement, vous pouvez avoir plusieurs comptes sur une seule banque. L'important c'est de séparer tes comptes pour ne pas avoir accès à toute ta liquidité. Les 3 à 6 mois de dépenses mensuelles, tu vas les mettre sur un LEP ou un livret A, de sorte à ce qu'il y ait une séparation entre ton compte courant et ce compte-là. Si un jour t'as envie de faire une dépense impulsive, t'auras pas accès tout de suite à ce livret A, parce que ce n'est pas le même compte, et ça t'empêchera de faire une bêtise. Et tu t'assureras aussi que le compte reste intact, et le jour où t'en auras besoin, tu seras très content de l'avoir fait. Mais ça va surtout te permettre, du coup, de différencier tous ces comptes. Moi, personnellement, j'ai mon compte courant, j'ai mon livret A, on va dire, j'ai un compte d'investissement, et j'ai un compte sur lequel je mets tout le reste, tout ce qui est du surplus. Donc, mon livret A, ça va être mes dépenses mensuelles, mon compte courant, c'est l'argent pour payer ma dépense mensuelle de base, en l'occurrence, passe Navigo, loyer, courses, etc. Donc je m'assure que cette somme soit toujours sur mon compte courant. Donc ensuite, il y a le livret A avec 3 à 6 mois. Ensuite, il y a le compte d'investissement où c'est tes investissements. Et il y a le dernier compte où dessus, je mets l'argent en plus pour qu'il reste de côté. Si un jour j'ai envie de faire un apport pour un appartement, si un jour j'ai envie de lancer un business et qu'il me faut des fonds, j'ai cet argent-là qui est sur ce compte-là. Donc, si j'ai envie d'aller faire du shopping, tout ce que j'ai, c'est l'argent de mes dépenses mensuelles. S'il n'y a pas plus sur ce compte, pas de shopping, parce que y a pas. Faut apprendre à serrer la ceinture pour un jour pouvoir se permettre des choses que la plupart des gens ne pourront pas se permettre financièrement. Et c'est un choix, encore une fois, hein. Je sais que c'est pas facile, mais c'est les règles de base en finance. C'est pour ça que ton banquier te harcèle en général quand t'as découvert. Ou pas. Bon, ça c'est parce qu'il veut te gratter des intérêts au maximum. Une chose que tu peux faire pour faciliter la gestion de ces comptes, c'est des virements automatiques, ça facilite énormément, ça t'évite d'y penser et ça t'évite d'être tenté de laisser l'argent sur ton compte courant pour que tu le dépenses. Maintenant, une partie très importante en matière de gestion financière, c'est vivre bien en dessous de ses moyens. J'avais entendu dans une vidéo un monsieur qui disait qu'il fallait laisser un an entre tes revenus et ton style de vie parce qu'en fait ça s'appelle le lifestyle inflation, donc l'inflation du mode de vie. Imaginons que je gagne 1800 € par mois, donc je suis au SMIC et que je vive chez mes parents. D'un coup, par magie, j'ai une promotion qui fait que maintenant je gagne 2500 € par mois. Je peux me permettre d'aller prendre un appartement, je peux me permettre de dépenser un petit peu plus dans le shopping ou d'avoir un ou deux abonnements en plus, mais au lieu de ça, pendant un an, je vais rester chez mes parents comme si je gagnais toujours 1800 € et tout le surplus, donc les 700 € en plus, je vais les mettre de côté de sorte à avoir mes 6 à 3 mois de dépenses. Si les 6 à 3 mois c'est bon, on passe directement sur le compte pour éventuellement faire un apport ou quoi que ce soit. Et si ça, je trouve que j'ai mis une somme qui est sympathique, on peut passer directement à l'investissement. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse. Investir, c'est super, vraiment, c'est très très bien. Mais faites attention à ne pas tomber dans le piège du
du Bitcoin où vous allez investir votre argent. Donc attention, le Bitcoin, moi je trouve ça très bien. Mais où vous allez investir votre argent et où vous pensez que vous allez faire x10. Quand on investit, c'est sur du long terme. Investir, c'est pas du trading et c'est pas du gambling. C'est pas un pari sportif. Quand tu mets tes sous sur un investissement, pas forcément de la crypto, je parle des actions, je parle des ETF, il faut que tu te dises que tu vas pas gagner énormément à l'année. Ça veut dire que les meilleurs perfs, je crois, sur le S&P 500, c'était 9%, 10%, 11%. Et c'est pas des choses, si tu mets des petites sommes, qui changent une vie. L'investissement, c'est bien si tu mets des petites sommes, mais que tu vises sur du 10, du 15, du 20, du 25 et du 30 ans. Ensuite, si tu veux en vivre de tes investissements, il va falloir mettre des sommes beaucoup plus grosses. 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros. Donc, investir, c'est très bien, très bonne habitude, vraiment, c'est très important. Mais ne tombe pas dans le piège des réseaux sociaux qui te fait croire que c'est facile et que tu vas devenir millionnaire grâce à ça. Encore une fois, le trading et l'investissement ne sont pas les mêmes choses. Si ça vous intéresse, je serais vraiment ravie de vous faire une vidéo explicative, même si je sais qu'en général, ça n'intéresse pas grandement les gens, parce qu'on va partir dans des détails techniques, et c'est là où les gens lâchent. Si je vous parle du Bitcoin et que je vous dis comment est-ce qu'on fait pour trader le Bitcoin et gagner 10 000 euros en 5 minutes, là bizarrement ça va intéresser les gens. Ne tombez pas dans ces choses-là, hein, parce que c'est du fake, voilà, je vous le dis. Ou alors c'est possible, mais c'est des gens, c'est des scammers, voilà, on appelle ça comme ça. Bref, donc là on s'est un petit peu écarté du sujet. Investir c'est très bien, mais partez du principe que le plus important c'est d'augmenter vos revenus et de ne pas tomber dans le lifestyle inflation, sauf si ça peut vous aider à faire encore plus d'argent. Si être chez vos parents ça vous prend trop la tête et que vous ne vous y sentez pas bien du tout, que c'est un obstacle dans votre évolution financière, là vous pouvez penser à partir de chez eux parce que vous n'avez pas le choix. Dans le cas où vous vous y sentez bien mais que vous voulez juste avoir l'air un petit peu plus fancy, ne le faites pas. Et la dernière astuce de la gestion financière, ça va être le fait de payer à l'année, de payer d'un coup. Il y a tellement de gens que je connais qui préfèrent payer petit à petit, petit à petit, petit à petit en ayant d'énormes intérêts dessus plutôt que de payer d'un coup. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de Stinger, je vous ai dit que 48 mois c'était le mieux parce que sur le coup, ça peut paraître cher. Sauf que dans tous les cas, tu vas payer l'année, donc autant que tu ne payes pas les intérêts dessus. Ça n'a aucun sens, je trouve, à mon sens. Après bon, les gens en général, quand il faut dépenser une somme entière, ils sont touchy, vous avez peur de l'engagement, je pense. Mais dans tous les cas, si tu t'engages, si tu le fais, ça veut dire que tu vas rester sur le long terme. Et si tu restes sur le long terme, bah autant que tu payes le moins cher. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Si je prends un abonnement, je vais préférer le payer à l'année moins cher que de le payer chaque mois avec des intérêts. Dans tout ce que je fais. Lorsque j'achète quelque chose, je préfère payer gros d'un coup que petit à petit plus. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un rapport à l'engagement. Beaucoup de gens ont peur de l'engagement et préfèrent se dire que s'ils arrêtent, au moins ils pourront couper l'abonnement. Bon, ça, c'est votre problème à vous. Mais en général, c'est pas ouf parce que dans tous les cas, tu payes et tu payeras juste plus. Mais voilà, chacun ses décisions. Dans l'ordre, on va être sur sécuriser ta situation, faire en sorte que tu sois stable et dans un environnement sécurisé où tu te sens bien pour pouvoir créer. Ensuite, tu vas créer et tu vas te concentrer sur le fait de faire plus, avoir plus de revenus. Ensuite, tu vas investir pour solidifier tout ça et que ton argent travaille pour toi. Et puis, tu vas protéger et faire en sorte que tout soit bien homogène, que tout se passe bien et que tu puisses enfin optimiser. Toutes ces étapes prennent des années. C'est quelque chose que tu dois garder en tête. C'est pas une chose qu'on fait comme ça. L'argent, c'est quelque chose d'important et c'est pas quelque chose de si compliqué. Faut accepter de se tromper, faut accepter également que ça prenne du temps. Et le premier travail que tu devrais faire, c'est te dire que c'est possible. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se dire ça. Tu peux utiliser des méthodes assez simples comme le 50, 30, 20%. Même si moi, c'est des méthodes que j'aime pas, je t'en fais part parce que peut-être que toi, ça peut t'aider. 50% pour les besoins essentiels, 30 pour les envies et 20 pour l'épargne. Personnellement, je fonctionne pas comme ça du tout, mais il y a plein de techniques sur internet que tu peux trouver qui pourraient éventuellement te convenir. On n'a pas tous les mêmes objectifs aussi, c'est ça qu'il faut se dire. On n'est pas tous prêts à sacrifier les mêmes choses, ce qui est ok, ce qui est normal. Moi, je suis un petit peu plus du genre agressive et radicale. Maintenant qu'on a abordé la base, qui était le fait de tout sécuriser, du sens dans lequel est-ce que ça doit aller, maintenant on va parler de comment faire des sous. Parce que c'est super cool de savoir investir, combien de pourcents tu mets de côté, etc. Mais si tu sais pas comment est-ce que tu vas créer de l'argent, bah c'est un peu inutile. On va commencer par les mineurs, ça va être très rapide parce que vous avez pas énormément de possibilités dans ce pays. Personnellement, j'ai commencé à travailler quand j'avais 13 ans. Donc j'ai commencé par du babysitting, j'avais un peu menti à la dame sur mon âge, oui, mais j'ai commencé par ça, c'est comme ça que j'ai commencé à m'acheter mes choses, mes affaires. Donc depuis que j'ai 13 ans, je m'achète tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est moi qui l'ai acheté. Tout. Mon make-up, ma caméra, mes lampes, mon téléphone, mon ordinateur, mes médicaments, tout ce que j'ai, c'est moi qui le paye. Et c'est parce que, comme je vous ai dit, je viens d'une famille qui est précaire, donc ma famille avait pas les moyens de m'acheter des trucs. Donc j'ai très vite compris que si je voulais des choses comme mes copines, il allait falloir que je bosse. Babysitting, j'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Faut savoir que moi, je viens du sud de la France, donc je suis née à Antibes, et à Antibes, on a Antibland. Donc quand t'es mineur, tu peux travailler chez eux. Je sais pas si la police va voir ça. Quand on est mineur, on peut travailler avec eux, donc évidemment, ils vous payent pas
Ils vous payent pas avec des fiches de paye vraiment. Mais du coup, j'ai commencé à bosser chez eux quand j'avais 15 ans. J'ai arrêté de bosser avec eux quand j'ai eu 18 ans. Et donc l'été, je bossais chez eux. J'étais serveuse. Donc j'avais mon babysitting et anti-blonde. Donc c'était l'été, anti-blonde évidemment. C'est pas toute l'année. Toute l'année, après l'école, j'allais faire du babysitting. J'ai vécu dans le sud et j'ai vécu en région parisienne. Dans les deux cas, j'ai fait du babysitting. J'ai aussi vendu énormément de vêtements ou d'objets sur Vinted et Le Bon Coin. Au final, je me retrouve avec très peu d'objets et très peu de vêtements. Mais au moins, j'avais des sous pour pouvoir m'acheter mes premiers téléphones, m'acheter mon ordi, etc. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à travailler l'été dans des jobs un petit peu plus classiques, société d'assurance en tant qu'assistant administratif. J'ai commencé à bosser chez Zara, j'ai travaillé chez Monoprix, j'ai travaillé chez Intermarché, j'ai fait femme de chambre, j'ai fait femme de ménage. Entre-temps, j'ai aussi commencé les réseaux sociaux et donc tous ces sous, je les mettais vraiment de côté. D'ailleurs, si vous commencez à travailler et que vous avez 18 ans, n'oubliez pas de demander votre prime d'activité parce que moi je suis passée à côté de 12 000 euros si je fais bien le calcul. 12 000 euros de prime d'activité, je suis passée à côté de. Ne faites pas la même erreur que moi, je suis même passée à côté de plus d'1 an de chômage. C'est pour vous dire à quel point moi j'étais perchée. Quand je suis partie en Australie, j'aurais pu toucher le chômage et j'ai pas fait la demande. Donc voilà, ça m'est passé comme ça. Pareil pour les étudiants, quand j'ai commencé à être étudiante, du coup j'ai fait ma demande de bourse. Moi j'étais boursière échelon 7, donc j'avais une très bonne bourse. À côté de ça, je travaillais. Un étudiant, le maximum qu'il puisse travailler, c'est 24 heures, donc je faisais les 24 heures chez Zara. À côté de ça, j'essayais quand même de gratter un peu de ménage, un peu de babysitting. Je faisais des missions aussi en freelance avec l'application StaffMe. Voilà, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour coffrer mes sous au maximum. J'ai aussi commencé les réseaux sociaux, même si j'ai rien gagné avant. Je pense que j'ai mis 2 ans avant de gagner mon premier euro avec les réseaux sociaux. Mais c'est cette année que je commence à faire vraiment des sous. Même si ça reste des sommes qui sont pas suffisantes pour assumer toutes mes dépenses. Pour les jeunes qui sont ni en études, ni au travail, vous avez la CEJ, CEJ, que vous pouvez demander. C'est une aide de l'État de 500 à 600 euros qu'il vous verse chaque mois, même si vous n'avez pas d'emploi et pas de formation. Voilà, il y a beaucoup d'aides en fait. Il y a Mobili Jeunes pour les jeunes qui sont alternants. Voilà, il y a les APL si vous avez un loyer, si vous êtes en coloc. Il y a beaucoup d'aides de l'État. En parallèle de ça, du coup, vous pouvez développer une activité freelance, une activité d'auto-entrepreneur. La première année, vous pouvez faire la demande de l'ACRE pour ne payer que 11% d'impôt à l'URSSAF au lieu de 22% normalement. Sur TikTok, j'ai vu une fille qui était en études de droit et qui faisait à côté des gâteaux pour des anniversaires, pour des fêtes, des mariages, etc. C'est une bonne manière de se faire pas mal de sous. Je connais aussi des filles qui ont commencé à faire les ongles quand on avait 16 ans. Ces filles-là, aujourd'hui, ils font 5, 6, 7 000 euros par mois. Elles forment d'autres gens, elles vendent leur formation. Tu peux devenir monteur vidéo, tu peux devenir media maker, tu peux devenir community manager, tu peux devenir coach sportif, coach de vie. Je suis en train d'écrire un e-book sur les finances parce qu'on me l'a beaucoup demandé et je sais que dedans, j'ai fait un tableau dans lequel j'ai vraiment écrit tout ce à quoi j'ai pensé. Donc là, tout de suite, j'ai pas l'exemple. Tout ce qui est possible d'être fait peut être vendu. Tu peux vendre tes services pour n'importe quoi. Le plus compliqué, c'est de se lancer. Mais faut que tu partes du principe qu'un salaire seul, à moins que tu gagnes énormément, ne te permettra pas de construire un patrimoine. Surtout si t'es jeune et que t'es étudiant, va forcément falloir que t'aies une activité freelance à côté. Personnellement, comme je vous ai dit, j'étais sur StaffMe, j'avais la bourse et j'avais un taf. Donc j'étais explodée. À côté de ça, j'allais à la salle de sport et j'avais une vie sociale. Donc c'était très très compliqué psychologiquement. En plus, j'habitais à 1h30 de la fac, donc 1h30 aller, 1h30 retour. C'était horrible. Mais quand on veut, les gars, quand on a une raison de le faire, eh ben on y va et on lâche pas l'affaire. Mais encore une fois, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Sauf si vous avez les parents, la famille, qui ont les moyens. Là, c'est une autre histoire. Mais en ce qui me concerne, eh ben ils les avaient pas. Pareil, quand j'étais allée en Australie, je faisais 42 heures par semaine et à côté de ça, j'avais les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est compliqué, mais quand on veut vraiment avoir un certain style de vie, quand on veut devenir un certain type de personne, il y a des sacrifices à faire. La vie n'est pas facile, mais c'est juste une succession de choix et c'est les choix que tu fais qui vont définir quelle vie tu vas avoir. N'oublie pas non plus que les choix que tu prends forgent ta personnalité. Et donc faire beaucoup d'argent, c'est cool, flop, c'est cool, mais ça va être ta réaction face à ces choses qui va aussi dicter comment est-ce que tu vas t'en sortir dans la vie. Il faut que tu développes une activité qui a du sens pour toi. Donc en ce qui me concerne, après cette vidéo, je vais aller imprimer mes CV, je vais aller trouver un taf. Pourtant, je fais plus de sous avec les réseaux sociaux que je n'en ferai avec un taf. Mais ce que je me dis, c'est que il me faut plus d'argent. Il me faut plus d'argent pour pouvoir construire et pour qu'il y ait un gap plus important entre là où je suis et ce que je veux construire. C'est une succession de choix, comme j'ai dit. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers quand on parle de sous et quand t'as pas la famille derrière pour t'assumer. Et ça va aussi dépendre du temps que tu veux mettre à construire les choses. Moi, à 25 ans, j'ai envie d'être en place. J'ai vraiment envie d'être en place. J'ai pas envie d'attendre mes 30 ans, j'ai pas envie d'attendre mes 35 et j'ai pas envie d'attendre mes 40. Ça va me demander beaucoup plus de sacrifices, je vais être radicale, il y aura aucun équilibre. Mais encore une fois, j'ai pas envie d'être équilibrée. Personnellement, encore une fois, ça ne s'applique pas forcément à toi. J'ai pas envie d'être équilibrée, j'ai envie d'avoir ce que je veux. C'est comme les sportifs de haut niveau, pour être les meilleurs dans leur catégorie, ils voient pas forcément leur famille, ils ont pas forcément de relations amoureuses, ils se focus sur une seule chose. Et là, c'est la même chose. Donc là, on est vraiment dans une partie mindset, etc. hein. Si ça t'intéresse pas, c'est
c'est ok, y a pas de souci. Là je parle aux gens qui ont la même vision que moi en l'occurrence. Ça va manquer un petit peu d'équilibre tout ça et c'est ok, c'est ok. Après chacun juge comme il a envie de juger. Pour ceux qui ont déjà un taf en corporate, vous pouvez négocier vos salaires, vous pouvez regarder d'autres offres d'embauche et je vous conseille aussi en fait de partir de la France parce que les salaires en France, pour avoir travaillé en Australie, un taf qui ne nécessitait pas de diplôme, en France y a pas d'argent. Enfin je veux dire, le diplôme ne permet pas d'avoir un bon travail, même si t'es ingénieur, tu gagnes moins qu'un influenceur. Et moi je trouve ça grave, je trouve que c'est tellement grave. Même les médecins en Australie et les médecins en France, c'est pas les mêmes salaires. Et on peut dire que l'Australie ça coûte plus cher, mais au final, quand tu compares vraiment les dépenses et les revenus, bah ils sont quand même plus riches, ils ont quand même plus de pouvoir d'achat. Et donc, à mon sens, des fois faut aussi penser à changer de pays. En l'occurrence, j'ai l'exemple de mon frère. Mon frère, il a trouvé un poste dans un pays qui n'est pas la France, où il est beaucoup mieux payé que s'il était en France. Et pourtant, dans le pays, le coût de la vie est beaucoup moins cher. Ce sur quoi je veux que tu te concentres, c'est trouver une activité où ton travail à l'heure ne se mesure pas. Trouver une activité où tu peux augmenter ton taux horaire. Lorsque tu as un job normal, chose qui peut être bien, ça peut être sécurisant, et tu peux y apprendre des choses, mais tu peux pas te baser que sur ça. Quand t'as un taf à l'heure, t'as un taux horaire qui est bloqué. Partant du principe que t'as un bac plus 2, t'es payé 20 € de l'heure, 25 € de l'heure. Si tu trouves un bon job, tu peux pas aller au-dessus à moins que t'ailles négocier une prime. Alors que si tu fais un taf comme influenceur, t'es pas payé à l'heure. T'es payé à ton engagement, t'es payé à tes abonnés, t'es payé à ce genre de choses, qui sont des choses qui évoluent avec le temps. Et pourtant, tu peux fournir le même temps de travail. Je peux passer 2 heures sur une vidéo et être payé 200 € pour la vidéo, et dans un an, repasser 2 heures sur une vidéo et être payé 20 000 € pour la même vidéo. Juste parce que mon engagement, mes vues et mes abonnés ont changé. Donc là, je donne l'exemple des influenceurs, parce que pour moi, c'est le plus simple. Je parle de ce que je connais. Mais ça va être la même chose pour la fille qui vend des gâteaux sur TikTok. Ces gâteaux, avec le temps, avec sa notoriété, à quel point elle est bookée, le type d'ingrédients qu'elle va utiliser avec le temps, et surtout son expérience, les prix des gâteaux vont changer et ils vont augmenter. Un gâteau va plus coûter 250 €, dans un an, il coûtera plutôt 850 €. Parce que son travail aura fait que, avec le temps, elle vaudra plus cher. Chose qui, avec le salariat, ne se produit pas. C'est pour ça que je te conseille d'avoir une activité à côté. Et oui, c'est compliqué au début, parce que tu sais pas par où commencer, mais force la réflexion. Force la réflexion parce que des gens qui savaient pas par où commencer, il y en a vraiment beaucoup. Et ils l'ont quand même fait. Faut juste que t'aies suffisamment envie pour avoir envie d'aller chercher et trouver les réponses. Chose que la plupart des gens n'ont pas. Beaucoup de gens n'ont pas envie d'aller trouver les réponses à leurs questions. Ils ont la flemme. Si on vient pas leur donner sur un plateau d'argent les réponses, ils le feront pas, et pour moi ça s'appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est lorsque les plus faibles meurent, littéralement, c'est un concept de Darwin. Si on l'applique à l'entrepreneuriat, parce que c'est ça, c'est entreprendre et ne pas juste être un salarié, ou même tu peux être salarié et entreprendre le fait d'aller chercher des primes ou des meilleurs tafs, mais l'entrepreneuriat, ça va être à qui a la plus grosse déterre. Celui qui est plus déterminé que les autres aura ce que les autres n'ont pas, parce que les autres se seront arrêtés à l'obstacle. Si t'es arrivé à la fin de cette vidéo, tu peux commenter broke en commentaire. J'espère qu'elle t'aura aidé. Encore une fois, si vous voulez une vidéo plus approfondie sur le sujet, ce serait avec plaisir. Personnellement, je vais arrêter de faire l'hypocrite et d'essayer de me convaincre que l'argent c'est pas important. Tout le monde se réveille tous les matins pour aller travailler, pour avoir des sous. Tout le monde a des problèmes de sous, tout le temps. Et moi, j'ai pas envie que ça guide ma vie. J'ai envie d'être une personne libre, qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, si elle veut. Et dans ce monde, il faut des sous pour faire ça. J'ai pas envie de me réveiller le matin en étant stressée. J'ai pas envie de continuer à vivre une vie qui est compliquée parce que t'as pas les moyens de ça ou de ça ou de ça. J'ai envie de pouvoir me payer des expériences qui me font envie. J'ai envie de pouvoir me réveiller le matin et me dire aujourd'hui je fais rien. Ou au contraire, j'ai une nouvelle idée de business. Allez, on va le lancer, on va recruter une équipe. J'ai envie de pouvoir vivre ma vie tranquillement. Et 2026, c'est le grand tournant pour moi où je vais être beaucoup plus agressive dans mon approche et je vais arrêter d'avoir honte de vouloir ce que je veux. Je t'encourage vivement à penser pareil parce que c'est comme ça qu'on s'en sort dans la vie, en faisant partie des gens les plus déter, on va dire, ou en tout cas en ayant suffisamment confiance en toi pour te dire je vaux le coup, je vais trouver les réponses à mes questions. Non, c'est pas impossible, oui, c'est compliqué, mais c'est simple, c'est une question de vision. Trouve la vision et elle te portera, peu importe où est-ce que tu as envie d'aller.